Alaikum. Aujourd'hui, on va continuer dans notre cycle de formation en technique de cardiologie interventionnelle. On va parler du traitement interventionnel des rétrécissements aortiques. On va parler du DAVI. Comme vous le savez, avec le vieillissement de la population et le nombre de plus en plus important de comorbidités au niveau de cette population, euh, le traitement chirurgical des sténoses aortiques serrées, qui, comme vous le savez, l'apanage est généralement des sujets âgés, très âgés, devient de plus en plus difficile et beaucoup de patients sont refusés en raison d'un risque opératoire très élevé ou prohibitif. C'est pourquoi on a vu ces dernières 20 années l'essor de techniques interventionnelles et de nouveaux devices qui permettent de pallier à cela, permettant un traitement interventionnel de cette valvulopathie qui augmente en fréquence, qui est très répandue dans les pays développés et qui a tendance à devenir de plus en plus fréquente dans nos pays en voie de développement avec la transition démographique et l'espérance de vie qui devient de plus en plus importante dans notre pays. Euh, Initialement, on va parler plus ou moins de l'évaluation du rétrécissement aortique, qui peut poser plus ou moins un certain nombre de problèmes, et c'est la première étape, bien entendu, pour poser l'indication. Il faut qu'il y ait un rétrécissement aortique serré, significatif, pour déjà parler de l'indication. Première étape, comme vous le savez, on va évaluer les vitesses et les gradients transaortiques. Euh, Premier cas de figure, on a un rétrécissement aortique à haut gradient, c'est-à-dire une Vmax supérieure à 4 mètres et un gradient moyen supérieur ou égal à 40 mm Hg. Et ici, la seule vérification qu'on doit faire, c'est le débit. Est-ce qu'on est dans une situation de haut débit, par exemple, une situation d'anémie, hyperthyroïdie, un patient qui a une fistule artério-veineuse ou autre. Et dans ce cas-là, il faut évaluer le statut du haut débit et sa réversibilité. C'est-à-dire ici, il faut réévaluer le patient, idéalement dans des conditions de débit normal, pour statuer est-ce que les gradients et les vitesses restent toujours élevés et c'est un rétrécissement aortique ou pas. En l'absence d'un haut débit, généralement, c'est des conditions suffisantes pour poser le diagnostic d'un rétrécissement aortique sévère. Deuxième cas de figure qui peut être un peu plus problématique, c'est le rétrécissement aortique à bas gradient, avec des vitesses inférieures à 4 mètres et un gradient moyen inférieur à 40 mm/Hg. Ici, il faut s'efforcer à calculer la surface valvulaire aortique. Si elle est supérieure à 1 cm², on est dans le cas d'un rétrécissement aortique modéré. Si on trouve une surface valvulaire aortique inférieure à 1 cm², dans ce cas-là, il faut s'assurer des éventuelles erreurs de mesure. Mesurer la pression artérielle et exclure des erreurs de mesure qui peuvent causer une sous-estimation du gradient, du débit ou de la surface. Ici aussi, le statut du débit est une notion très importante. En présence d'un débit normal, c'est-à-dire un volume d'éjection systolique indexé supérieur à 35 ml par mètre carré, devant les vitesses inférieures à 4 mètres par seconde et un gradient moyen inférieur à 40 mm/Hg, ici le diagnostic de rétrécissement aortique sévère est peu probable. Devant un bas débit, c'est-à-dire un volume d'éjection systolique indexé inférieur à 35 ml par mètre carré, il faut prendre en considération la fraction d'éjection du ventricule gauche. Si elle est supérieure à 50%, c'est-à-dire jugée conservée, ici, il faut s'aider dans une approche intégrée par exemple, le scanner qui va évaluer les calcifications valvulaires aortiques. Et devant des calcifications très importantes, avec un score calcique très important valvulaire,
ce sera en faveur d'un rétrécissement aortique serré. Et si l'index de classification n'est pas très élevé, on optera beaucoup plus pour un rétrécissement aortique modéré qui doit être par la suite surveillé régulièrement. En présence d'une fraction d'éjection diminuée inférieure à 50%, ici on doit céder par l'évaluation de la réserve du débit à l'échocardiographie sous dobutamine. En présence d'une réserve, si la surface valvulaire aortique est confirmée toujours inférieure à 1 cm², on fait le diagnostic rétrécissement aortique serré. Si avec la réserve du débit, l'augmentation du débit, on aura un rétrécissement aortique avec une surface supérieure à 1 cm², c'est-à-dire on est dans le cas d'un rétrécissement aortique pseudo-sévère et en réalité modéré. En l'absence de réserve à l'échocardiographie d'obus, on peut céder par le scanner et l'évaluation des calcifications valvulaires pour essayer de faire la part des choses entre rétrécissement aortique probablement serré et non serré. Pour ce qui est des indications, selon les recommandations européennes, c'est-à-dire la première étape, c'est de juger la symptomatologie du patient. Si on est devant un patient qui est symptomatique, on discute l'intervention. Et ici, l'intervention est en général bénéfique, mais bien entendu après évaluation des comorbidités de la fragilité du patient. Si le patient a beaucoup de comorbidité, très fragile, en quelque sorte, il a une espérance de vie qui est très limitée, on va opter beaucoup plus par un traitement médical palliatif. Si le patient n'a pas beaucoup de comorbidité par la fragile, on va indiquer une intervention, et cela en discutant à travers la heart team. Et cela dépendra d'un certain nombre de points. En premier lieu, l'âge, la faisabilité du TAVI et le risque chirurgical. Pour ce qui est de l'âge, généralement, on a un cut-off de 75 ans. Pour les patients qui ont 75 ans et plus, ou les patients qui ont un risque chirurgical très élevé prohibitif, et les patients, et ces patients-là, s'ils sont une anatomie valvulaire et vasculaire favorable au TAVI par voie transfémorale, chez ces patients-là, on va opter pour le TAVI. Chez les patients plus jeunes, moins de 75 ans, à faible risque chirurgical, ou les patients qui n'ont pas une anatomie favorable au TAVI par voie transfémorale, qui sont opérables, ici on va opter d'emblée pour la chirurgie de remplacement valvulaire. Pour les autres patients, c'est une discussion au cas par cas, soit on va opter pour la chirurgie ou le TAVI. Bien entendu, une décision collégiale de la heart team. Pour les patients asymptomatiques, on va prendre en considération la fraction d'éjection. Si la fraction d'éjection est inférieure à 50%, dans ce cas-là, l'indication opératoire y est, et comme avant, on va discuter dans la heart team en fonction de l'âge, du risque chirurgical et de la faisabilité du TAVI par voie transfémorale. Si la fraction d'éjection est supérieure à 50%, chez les patients qui ont une activité physique, on va opter pour un test d'effort. Et si le test d'effort est positif, c'est-à-dire le patient devient symptomatique ou on a une chute significative de la pression artérielle à l'effort, on pose l'indication. Si le patient n'a pas d'activité physique, c'est grabataire, on va prendre en considération un certain nombre d'indicateurs de survenue d'événements pronostiques, la progression rapide de la sténose, entre autres. Et dans ce cas-là, les gradients très élevés, dans ce cas-là, si on est devant un faible risque procédural, on va indiquer
l'intervention, que ce soit chirurgicale ou par TAVI. En l'absence de ces indicateurs ou devant un haut risque procédural, on va s'astreindre à surveiller le patient tous les 6 mois en l'éduquant et bien entendu en lui précisant que devant toute apparition de symptomatologie, il faut qu'il consulte le plus rapidement possible. Pour ce qui est des recommandations américaines, elles sont un petit peu différentes. Ces recommandations, euh, elles commencent par, bien entendu, discuter l'indication de l'intervention. Chez les patients avec sténose aortique serrée, quand on pose l'indication d'un geste, on va prendre en considération un certain nombre de points. En premier lieu, on va évaluer le risque. Le risque chirurgical. Si le patient est à haut risque ou risque prohibitif chirurgical, avec par exemple un score de STS supérieur à 8%, ou une atteinte d'autres organes, hépatiques, rénales ou autres, avec des indicateurs de fragilité importante. Dans ce cas-là, on va prendre en considération l'espérance de vie. Si le patient a une espérance de vie supérieure à 1 année, avec une anatomie valvulaire et vasculaire favorable au TAVI transfémoral, on va opter pour le TAVI. Si le patient a une espérance de vie inférieure à 1 an, ou il n'a pas une anatomie favorable pour le TAVI transfémoral, on va beaucoup plus opter pour une prise en charge palliative médicale. Devant un risque chirurgical non élevé, non prohibitif, on va discuter un autre point, c'est l'anticoagulation par antivitamine K. Est-ce qu'elle est contre-indiquée? Est-ce qu'elle ne peut pas être conduite d'une manière satisfaisante? Ou est-ce qu'elle n'est pas acceptée par le patient? Maintenant, si le patient ne veut pas des antivitamines K, bien entendu, on va opter pour une bioprothèse. Maintenant, si le patient peut prendre les antivitamines K, peut suivre ce traitement-là, on va discuter en fonction de l'âge du patient. Si le patient a plus de 65 ans, on va opter beaucoup plus pour une bioprothèse. S'il a entre 50 et 65 ans, on va discuter entre la prothèse mécanique et la bioprothèse. Si le patient a moins de 50 ans, généralement ici, on va discuter beaucoup plus soit une prothèse mécanique, soit on va un degré moins discuter l'intervention de race avec une autographe pulmonaire. Maintenant, pour ce qui est des bioprothèses valvulaires. Quand on a discuté de la bioprothèse valvulaire, maintenant on va discuter comment l'implanter. Est-ce que par voie chirurgicale ou par voie interventionnelle? Bien entendu, devant un rétrécissement aortique symptomatique sévère ou asymptomatique avec une FEVG inférieure à 50%, c'est des indications formelles à l'intervention. On va discuter de l'anatomie valvulaire et vasculaire. Est-ce qu'elle est favorable à un TAVI transfémoral ou pas? Si elle n'est pas favorable, ici, quel que soit l'âge, on va beaucoup plus opter pour la chirurgie. Si on est devant une anatomie favorable, en fonction de l'âge du patient et de son espérance de vie, on va discuter de la technique à choisir. Chez les patients qui ont plus de 80 ans, on va opter beaucoup plus pour le TAVI en indication classe 1, et ici, la chirurgie est en indication classe 2A. Chez les patients qui ont entre 65 et 80 ans, les deux techniques peuvent être proposées, et c'est bien entendu à travers la rapine et le choix du patient qu'on va opter.
Chez les patients qui ont moins de 65 ans, c'est généralement on va beaucoup plus opter pour la chirurgie. Pour les indications les plus claires et les plus classiques, classe 1, chez les patients symptomatiques, quel que soit leur âge, en présence d'un risque chirurgical prohibitif, le TAVI est recommandé si, bien entendu, l'anatomie est favorable et l'espérance de vie du patient dépasse les 12 mois. Pour les patients symptomatiques avec rétrécissement aortique serré, qui ont plus de 80 ans, ou qui ont moins de 80 ans, mais qui ont une espérance de vie jugée inférieure à 10 ans, et qui n'ont pas une contre-indication anatomique au TAVI transfémoral, le TAVI est recommandé. Chez les patients symptomatiques avec rétrécissement aortique serré, qui ont un âge entre 65 et 80 ans, et pas de contre-indication anatomique au TAVI transfémoral, le TAVI est une alternative à la chirurgie et cela doit être décidé dans une heart team. Chez les patients asymptomatiques, avec un rétrécissement aortique serré, une fraction d'éjection inférieure à 50%, qui ont moins de 80 ans, et qui n'ont pas de contre-indication anatomique à l'approche transfémorale du TAVI, le TAVI est une alternative à la chirurgie, avec bien entendu une préférence accordée à l'âge. C'est-à-dire plus sujet est âgé, plus on va plus opter pour le TAVI. Ici, je vous ai mis une plaque qui représente les différents types de prothèses dédiées au TAVI. On commence par la prothèse la plus ancienne. On a la Corvalve avec ses différentes évolutions et perfectionnements sur le design de la prothèse pour bien entendu à la fois optimiser le résultat du TAVI pour avoir les meilleurs gradients transflavulaires les plus bas, diminuer le risque de survenue de troubles conductifs, diminuer le risque sur les ossuaires coronaires pour rendre toujours par la suite les coronaires accessibles à d'éventuels gestes diagnostiques et interventionnels, et aussi pour éviter les fuites paraprothétiques. Aussi optimisation technique, optimiser le délai système pour qu'il soit plus souple, facilement maniable, permettant son acheminement vers la valeur arctique le plus facilement possible, son positionnement facile et un delivery system de taille la plus réduite possible pour diminuer le risque des complications vasculaires. Ici, c'est le deuxième type de valve qui a été développé, après la Corvalve. C'est la valve Sapien d'Edwards, qui, à la différence de la Corvalve, qui est une self-expandable valve, ici, la Sapiens est une balloon expandable valve, c'est pas le même principe de déploiement. Et ici, aussi, il y a eu un développement aussi bien de la valve que du système pour optimiser les résultats. Ici, un autre nombre de prothèses de différentes marques. On a la Portico, on a le Curate Neo Self-Expandable Valve. Ici, c'est la première version. Et il a été développé une deuxième version, la Curate Neo 2, qui est plus élaborée, qui a permis de pallier au défaut de la valve de la première génération. Actuellement, on n'a pas de fuite paravalvulaire avec des gradients qui sont intéressants. On a aussi la Gena Self Expandable Valve et la Venus. Ce qui est la première étape, c'est généralement, bon, on a posé l'indication d'un geste, on a opté pour le TAVI ici,
pour déjà confirmer la faisabilité. Et en vue de préparer la procédure, il faut passer par un certain nombre d'étapes en dehors complètement de la salle de cathétérisme. On a le scanner pré-TAVI qui est très important pour discuter de la faisabilité du TAVI. C'est-à-dire on va évaluer l'anatomie valvulaire et vasculaire. C'est-à-dire l'anatomie valvulaire, les calcifications, la taille de l'anneau, quel type de valve est la plus appropriée, la hauteur des coronaires par rapport au plan de l'anneau, d'accord, qui doit être la plus élevée possible pour éviter d'éventuelles obstructions lors de la procédure par la valve. Et aussi, on a l'évaluation de l'anatomie vasculaire, c'est-à-dire est-ce que l'approche fémorale est possible, soit à droite ou à gauche, à travers la qualité de la vascularisation des artères fémorales, iliaques, de l'aorte, de la crosse de l'aorte, en termes de tortuosité, de calcification et de taille, surtout pour l'artère fémorale commune. Ces conditions sont importantes à remplir pour juger de la faisabilité sur le plan anatomique du TAVI. La RACTIM est importante pour discuter déjà de l'option. Est-ce que la chirurgie est possible ou pas? Et elle est très importante pour éviter les abus et, bien entendu, proposer la meilleure option aux patients. La coronographie est aussi une étape incontournable. Elle permettra d'évaluer le réseau coronaire et éventuellement revasculariser des lésions significatives. Comme vous le savez, il est plus simple de revasculariser des lésions coronaires avant l'implantation d'une prothèse TAVI, parce que la prothèse TAVI peut rendre plus ou moins délicat l'intubation et la réalisation de certaines procédures coronaires d'un côté. D'un deuxième côté, la présence de lésions coronaires significatives sévères peut poser problème lors de la procédure. Lors de la procédure TAVI, on a durant cette procédure, on doit utiliser par exemple la stimulation parovertébrale, peut aller d'une fréquence jusqu'à 186 par minute, et ce qui représenterait un effort très important pour le cœur, qui risque de souffrir en présence de lésions coronaires non revascularisées. On va parler d'un certain nombre de procédures qui ont été réalisées. On a un patient âgé de 80 ans, chez qui on a posé l'indication du TAVI. La première étape, c'est de la voie d'abord, la ponction. On va ponctionner l'artère fémorale commune, ici l'artère fémorale commune droite. Ici, c'est aidé par le rodement pour bien localiser, c'est-à-dire on va ponctionner l'artère fémorale gauche, faire une injection contralatérale pour bien visualiser le réseau droit, l'artère fémorale commune droite, et par rodement, on va localiser notre point de ponction et on va essayer de le faire en une seule ponction pour minimiser les risques vasculaires. Cela n'est pas obligatoire, certaines équipes s'aident par écho-doppler vasculaire pour s'aider à la ponction. Et l'avantage de l'écho-doppler vasculaire, c'est d'identifier encore plus les calcifications et éviter de ponctionner sur des plaques calcaires qui poseront par la suite problème lors de la fermeture de la voie d'abord. Après avoir réalisé la voie d'abord, généralement on va faire le crossing de la valve aortique, qui se fait habituellement par exemple lors de la valvuloplastie aorticobale. On va s'aider généralement par une AL1 et un guide droit pour traverser l'orifice valvulaire aortique rétréci. Si généralement avec l'AL ça va très bien, dans les rares cas où on n'arrive pas à traverser en s'aidant par une AL, on peut s'aider par une AR2 ou une JR. Généralement, après avoir fait traverser le guide droit, on va
faire passer notre sonde à elle dans le VG. On va mettre un guide d'échange et on va mettre en place, à travers ce guide d'échange, une pictelle au niveau du VG. Par la suite, on va mettre notre guide extractif ou supersif. Ici, on va s'aider par une pictelle pour réaliser les angiographies aortiques. La pictelle est généralement positionnée dans le sinus non coronaire. Et comme vous voyez ici, on met en place une sonde temporaire qui sera utilisée lors de la valvuloplastie aortique et du positionnement de la prothèse, en réalisant un overdrive, une accélération du rythme cardiaque, pour essayer euh, plus ou moins de figer le ventricule gauche pour éviter les systoles qui risqueraient de changer complètement la position de notre prothèse ou notre balle. Une notion très importante, c'est l'incidence de travail qui doit donner le plan de l'anneau arctique sur une seule ligne, permettant le meilleur alignement de notre prothèse. Le guide extractif, en général, peut être utilisé l'emplate on a l'extra small, le small et l'arche curve, et cela dépendra bien entendu des dimensions du ventricule gauche, sa morphologie, mais généralement le plus souvent on utilise beaucoup plus l'extra small. Ici, on réalise, surtout quand on utilise les valves self-expandable, on va commencer systématiquement par une prédilatation. On va prédilater notre valve aortique. Comme je vous ai dit, l'anneau est très important pour son positionnement. Par la suite, on va acheminer notre prothèse à travers le DVI système au niveau de la valve aortique et on va la positionner. Et là, généralement, pour chaque valve, il y a plus ou moins un marqueur, un point noir, qui doit être mis juste au niveau du plan aortique. Il ne faut pas qu'il soit ni au-dessus, ni au-dessous. Il faut vraiment qu'il soit juste au niveau du plan aortique. Quand il est bien positionné, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici larguer notre prothèse. Et par la suite, on peut faire une angio VG, pardon, une orthographie pour vérifier le résultat en termes de fuite. Calculer les gradients transvalvulaires. Et si tout va bien, on va retirer l'ensemble du matériel. Si on a des gradients, on peut par la suite post-dilater jusqu'à avoir un résultat optimal. L'étape derrière, il faut vérifier, fermer. Généralement, euh, pour fermer la bord vasculaire, tout dépend du matériel utilisé. Il y a plusieurs types. Généralement, on utilise le ProGlide avec deux ProGlide. Pré-closing, c'est-à-dire initialement, en ponctionnant, on va préparer nos ProGlide, on va les mettre pour pouvoir finir la procédure enfin et fermer. Bien entendu, quand on ferme, on va vérifier par une angiographie qu'il n'y a pas de fuite, qu'il n'y a pas d'occlusion de l'artère. Il y a d'autres méthodes de closing. On peut utiliser un seul ProGlide avec un angiocyle ou on peut utiliser le menton. Ici, je vous mets un autre exemple. Toujours, il faut prédilater, bien prédilater. Des fois, il y a des calcifications très importantes. La prédilatation doit être bonne, mais doit être aussi prudente pour éviter les ruptures de l'anneau. Ici, vous voyez l'acheminement du système à travers crosse arctique. Et quand vous avez des transfusions importantes, il faut faire attention, avancer doucement, prudemment, toujours vérifier l'extrémité de votre kit extra-cycle. Par la suite, toujours positionner par rapport au plan de l'anneau et on déploie notre système. Euh, Ici, toujours on vérifie que la voie vasculaire est bien fermée.
Donc pour finir, un autre exemple, mais avec l'utilisation d'un autre type de valve. Ici, c'est les valves ballon expandable. La particularité de ce type de valve, on n'est pas obligé systématiquement de faire une prédilatation. Mais généralement, devant les rétrécissements arctiques très serrés, il vaut mieux faire une prédilatation prudente pour ne pas avoir de difficultés lors de positionnement dans notre valve. Si on a commencé par une prédilatation, par la suite, on positionne toujours notre valve au niveau de plan de l'anneau aortique et il faut bien se positionner et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va inflater notre ballon qui permettra d'apposer notre valve pour avoir un résultat final qui est bon. Et je vous remercie.